Un petit moment d'autopromotion avant de démarrer l'épisode. J'ai été interviewé par Guillaume sur sa chaîne YouTube où on va parler pendant 40 minutes de street photographie. Si pour une fois ça vous intéresse que ce soit moi qu'on interviewe, vous pouvez retrouver l'interview à l'adresse gw.dlodp.fr. Sunderlight Production. Quand on dit street photographie, on pense tout de suite voyage, New York, situation incongrue et rue noire de monde. Mais mon invité d'aujourd'hui est davantage le friendly neighborhood street photographer qui est aussi à l'aise à faire des photos dans son petit village du nord de la France que dans les rues commerçantes parisiennes. Dans cet épisode, on va parler de curiosité, de faire quelque chose de ses idées, de rencontres, de prendre la peur comme un signal qu'un truc intéressant arrive, de flash, de galoche, de narration, de visibilité, de mode et d'enfants intérieurs. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Alex Dino. Salut. Pardon, faut attendre que le générique s'arrête. Salut. Salut. T'avais envie de parler, je sens. Ouais, mais je sens t'es chaud. Je savais pas trop quoi dire. Bonjour, je sais pas. Bonjour, c'est moi. Bonjour. Enchanté. Enchanté, c'est la première Julien. fois qu'on se voit, ça fait hyper longtemps qu'on parle. J'ai l'impression que ça fait des mois qu'on parle ensemble en ligne. Ouais, peut-être. Ouais, Et, je sais pas, mais ça fait plaisir. Ça fait au moins depuis le 13 octobre, le vendredi 13 octobre. Ah oui, Parce t'as que la date. je me rappelle qu'on discutait de mon accident de voiture. Exact. Qui est arrivé un vendredi 13 Ah en bah octobre. Ouais. Donc je me rappelle littéralement de ça et je sais qu'on parlait depuis un petit peu avant ensemble. Ouais, un petit peu, ouais. Mais c'est la première fois qu'on se rencontre. Exactement, c'est la première fois qu'on se rencontre, qu'on se voit en vrai, IRL, comme on dit, comme disent les jeunes. Exactement. Alors ils disent pas comme ça, je crois qu'ils disent IRL. Je ne suis pas jeune, donc je peux pas dire La IRL. preuve qu'on est deux vieux qui discutent. C'est ça. De Ça boomer. commence fort, ça commence fort. Et ok, boomer. Enchanté, bienvenue donc. Merci. Ça me fait plaisir de te voir enfin en vrai après t'avoir vu dans tant de vidéos. Alors, tu as longtemps été derrière la caméra et maintenant tu es beaucoup devant. Ouais. En ce moment, on va y revenir, mais on va d'abord parler de l'elevator pitch. Yes. On va d'abord commencer par l'elevator pitch. Tu es dans un ascenseur, Steve Jobs rentre à côté de toi, tu as 3 étages pour lui dire qui tu es et ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis sur toi ? Je suis Alexandre Dino, je suis réalisateur, photographe. J'essaye d'être un peu un artiste. J'ai fait 10 ans de musique, j'ai fait 10 ans de vidéo. Et là, je me tente à la photo. Plus la photo street, la photo de rue. Ouais. Mais j'ai essayé un peu tout, donc je suis un peu touche à tout. Dans la manière dont tu présentes, tu sous-entends que la photo, ça fait pas si longtemps que ça ? La photo, ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, ça fait en vrai, c'est-à-dire depuis que je m'y colle, en fait, vraiment. Depuis que j'ai fait un mentorat avec Gennaro Bardi, que tu vas certainement entendre ce nom beaucoup dans ce podcast, en janvier 2021, je me suis dit, tiens, je vais faire de la photo. Ça remonte d'un petit peu plus loin. Ouais. Si on remonte au Covid, pendant le Covid, j'ai fait Movie with Toys parce que je me faisais grave chier chez moi. Enfin, je m'embêtais, on va dire, on va pas faire de gros mots. On a le droit. Je m'embêtais chez moi et il y avait les jouets de ma fille qui étaient là et j'avais rien d'autre à faire, donc j'ai commencé à recréer des scènes de films cultes avec mon appareil photo et je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi, c'est de la photo. Et donc j'ai tout quitté, mon job, ma voiture de fonction, mon téléphone, etc. Et j'ai décidé de me lancer dans la photo. D'accord. Voilà. Et t'as lâché la vidéo carrément, du coup c'est quoi ton métier aujourd'hui ? Non, j'ai pas lâché la vidéo parce que c'est difficile de vivre de la photo. Enfin, de la street photo en tout cas. De la street photo en tout cas, ouais. Je ne fais pas d'événementiel ou très très peu. Là par exemple je vais faire le festival Hilarious, je sais pas quand est-ce que sera diffusé le truc. Mais ça m'arrive de faire de l'événementiel, mais c'est très rare. Mais j'essaye surtout de faire de la photo expressive, en fait, qui viennent de moi. Tu vois, c'est un truc. T'es pas dans la commande, quoi. Non, j'en fais de la commande, mais je suis plus à l'origine de la photo que le mandataire.
Oui, en tout cas, tu t'aimes pas suivre un cahier des charges, c'est ça Si, j'aime bien. Enfin, ça me dérange pas. On peut me demander un cahier des charges et je le remplirai. Mais j'aime bien avoir des projets photographiques. D'accord, pas comme Cédric Roux qui disait moi je veux bien faire de la photo comme travail, mais que de la street photo. C'est ça. Pas de commande. Pas de commande. J'avais déjà entendu. Quand je l'ai reçu, il m'avait déjà dit ça. Et je l'ai réentendu dans une vidéo justement de Street Photo France il y a pas longtemps. Et, ça m'a fait sourire de entendre ça parce que j'aime bien. Il avait eu une proposition pour aller photographier des bagnoles et il l'a refusé. Donc, mais c'est tout à son honneur. Il est cohérent il est très cohérent dans sa démarche. Ouais. Il a raison. Il a raison. Oui. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je suis touche à tout, donc tout m'intéresse et je suis très curieux et la curiosité fait partie de moi. Donc, que tu dises oui ou non, de toute façon, tu as raison. Il a raison par rapport à lui. C'est sûr que moi, j'aurais peut-être pas fait la même. Il a raison par rapport à lui, réponse, tout à fait. Mais il a raison par rapport à lui et par rapport à son approche, qui est qu'en fait, la photo, c'est sa joie et son plaisir. Et est-ce qu'il a envie de transformer ça en boulot, quoi. C'est ça, exactement. Ce que je dis assez fréquemment d'ailleurs. Moi, j'ai bossé il y a très longtemps que je fais de la photo. Pendant longtemps, ça a été qu'un boulot. Ouais. Et je crois que ça a été une petite erreur de ma part, en fait. J'ai eu beaucoup de mal à rééquilibrer ça, justement. Ouais, d'accord. C'est pas mal. Moi, par exemple, je sais que tu fais du mariage. Ouais. Moi, je ferai jamais de mariage. Pourquoi ? Parce que trop de pression. Et justement, la pression, c'est ça qui est bien. Ouais, mais c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse en plus. Enfin, ou si je fais un mariage, je le ferai en version street, quoi. Ouais, mais c'est une bonne manière de faire. Il y en a plein qui le font. Je dirais, je prends un 28 et puis je fais un mariage en version street. Donc, tu auras un mariage, mais avec mon œil. Tu n'auras pas un mariage normal. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais faudrait que je démarche du coup, peut-être. Peut-être qu'il y a un truc à faire. On va discuter si j'ai besoin d'un second shooter. Ce sera peut-être l'occasion de venir tester quelque chose. Mais en vrai, moi, ça fait longtemps que je réfléchis à un mariage qu'en mode street photographie. Après, le problème, c'est que comme je suis pas connu pour ça, je peux pas me permettre de changer du tout au tout sur un mariage sans prévenir. Sans crier gare, tu vois, parce que veut dire quelqu'un qui s'attend pas du tout à ça et à qui ça correspond pas. Oui, voilà, c'est ça. Il faut que ce soit une demande particulière. Faut que la démarche soit acceptée des deux côtés. Et sachant que quelqu'un qui me recrute aujourd'hui sur ce que je présente ne peut pas, va s'attendre à un résultat légèrement street, mais légèrement. Et faut pas confondre le légèrement avec du 100%, quoi. Mais oui, je comprends bien. C'est un petit peu ça. C'est ce qu'on me dit à chaque fois. Mon Instagram, c'est un peu un mélange de tout. C'est un peu d'événements, un peu de mariage, un peu de street. Et les gens me disent, mais sépare les trucs. Et je dis, non, je veux quelqu'un qui va comprendre tout. Et quand j'ai des mariés maintenant, en général, quand j'ai des mariés qui arrivent d'Instagram, c'est précisément ce qu'ils veulent. Ce petit mélange des genres. Mais tant mieux. C'est pas plus mal. Ouais, c'est classe, ouais. C'est cool. Au moins, tu peux vraiment t'exprimer de la manière dont tu l'entends, quoi. J'ai dit, t'as le polo, c'est un peu dur de passer à côté. J'ai dit tout à l'heure Street Photo France en parlant de l'interview de Cédric Roux. On va en parler rapidement pour lancer ça. Il y a une grosse offensive de Street Photo France. Est-ce que tu peux nous dire qui vous êtes, ce que vous faites et où vous en êtes aujourd'hui ? Alors, Street Photo France, on est un collectif. On est un collectif de street photographes. Fondé par Tristan Trizzi sur Instagram. J'ai appelé Tristy tout le long de l'épisode que j'enregistre avec lui. Il a renversé le T et le S, ce coquin. Donc Trizzi, et avec le petit gars noir, Thierry Maignan et moi. Et donc on est une petite équipe maintenant. Il y a Aurélie Soffier, il y a Noémie, il y a Mehdi, il y a Antoine, forcément le caméraman. Ouais. Donc on est pas mal maintenant. Et en fait, le but, c'est de s'éclater à faire vivre la street photo en France, faire découvrir des talents, faire découvrir la street photo qui est un peu en plein essor, où en tout cas on essaye de lui donner un essor. Et si je me fie au nombre de gens qui se mettent sur YouTube à la street photo, en ce moment c'est un petit peu c'est un peu à la mode, quoi, on va dire. Et du coup nous on est là et on se dit il y a peut-être un truc à faire, quoi, et à se montrer. Donc on essaye de proposer des contenus 2 fois par semaine, des interviews, des POV, des vlogs, un concours qui s'appelle Street Fighter, où il y a même Zomento qui est venu dans le dernier épisode. Donc voilà, on essaye de faire plein de choses intéressantes qui nous intéressent, qui nous passionnent en tout cas, et de faire partager cette passion de la street photo. D'accord. Et ça marche, ça marche. Ça prend. Ça prend. En tout cas, on est très content. En tout cas, on parle de vous en ce moment.
En ce moment, tout ça part d'un Discord au départ. C'est ça, toujours Tritsi, tout ça part d'un Discord. Tritsi, je l'ai rencontré par le Discord justement. Et un jour, je regardais un petit peu son travail. Je me suis dit, tiens, changeons un peu de source, parce que tu sais, ma source numéro 1, c'est Instagram en réalité. Et puis en fait, du coup, ça m'a ouvert plein d'horizons. C'est pas mal, il est bien. Et le Discord, il date de fin août. Ouais. Et en 6 mois, voilà, il y a eu tout ça, quoi. Je pense que le talent de Tritsi, au-delà de la photo, c'est peut-être de savoir se vendre. Ouais, il sait se vendre et il sait s'entourer, surtout, il sait s'entourer et c'est un entrepreneur, quoi. Ouais. Et il faut le suivre. Ouais. Quand tu c'est peut-être ça le plus difficile. C'est peut-être ça le plus difficile, c'est de le suivre, ouais, bien sûr. C'est clair. On va attaquer la partie interview proprement dite. Ça commence toujours par les 4 mêmes questions. La première, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Le livre que j'offrirais à un photographe, c'est un livre de Alex Webb et Rebecca Norris-Webb qui s'appelle On the Street Photography and Poetic Image. D'accord. C'est un des livres qui m'a le plus marqué. C'est en anglais, donc j'ai eu du mal à le trouver, mais en le feuilletant, en fait, c'est une photo et une leçon à chaque fois, soit de Alex Webb, soit de Rebecca Norris-Webb, et c'est un peu philosophique, c'est un peu poétique, ça parle de la poésie, de la photo, de l'instant et de la présence un petit peu du photographe dans son environnement. Et c'est plein de leçons comme ça, mais c'est pas didactique, c'est pas ludique, c'est pas pédagogique, c'est vraiment un truc philosophique, et ça me parle énormément. Le genre de bouquin que j'adore aussi. Donc ça me parle énormément. Et il y a Matt Stewart qui avait fait un bouquin, je sais plus comment il s'appelle, qui donne des leçons, là, vraiment, où c'est allez, sortez, mettez des bonnes chaussures, machin, etc. Donc ça, c'est hyper didactique et c'est un super bouquin pour apprendre la street photo, mais celui-là, il est beaucoup plus... c'est plus dans le monde des idées. Donc je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est la deuxième étape, peut-être. Ouais, c'est ça. D'abord, apprends à mettre des bonnes godasses, à tenir ton appareil photo correctement, et après ta technique. Voilà, et après, pose-toi des questions. Et après, réfléchis à ce que tu photographies, parce qu'à un moment, en fait, le plus important, ça reste de sortir et d'aller faire ses photos, mais tu peux pas, tu stagnes si tu pars pas dans cette direction-là. Exactement. Moment, donc ça serait ce bouquin. Ok, c'est bien. Oui, donc je précise que c'est pas The Suffering of Light que tout le monde recommande à tout le monde. Non, c'est un tout petit bouquin, version A5, je crois, un truc comme ça. Et je vais le trouver. Du coup, tu m'as donné envie de l'acheter parce que The Suffering of Light, c'est un livre extraordinaire. Le problème, en fait, de ce bouquin-là, c'est que j'ai l'impression que c'est devenu ce que tout le monde fait en ce moment, en fait. Mais je l'ai pas et je l'ai jamais vu. Il est magnifique, je l'ai là, je te le montrerai tout à l'heure. Ouais. Mais c'est extraordinaire ce qu'il fait. Personne n'est capable de faire ce qu'Alex Webb fait en toute franchise. Oui, je pense. Ouais. Mais par contre, tu sens aujourd'hui, tu ouvres Instagram à n'importe quel moment de la journée et tu sens son influence, mais Alex Webb à 2 kilomètres, quoi. Et c'est assez, en même temps bien, en même temps très agaçant. Je trouve, parce que malheureusement ça phagocyte un peu tout, et ça formate les trucs, ça formate tout, et c'est ce que c'est devenu une bonne street photographie dans l'œil général, mais en même temps maintenant tu fais ça, t'as plus aucune chance nulle part, quoi. Donc de toute manière c'est inégalable et inégalé, et réussir à... Je pense que justement le bouquin Poétique Image peut au-delà de faire du Alex Webb, peut t'aider à faire du toi, quoi. Oui, ce qui est le plus important, en fait. C'est bien de s'inspirer à un moment. C'est ça. À un moment, il faut en sortir, en fait. C'est ça. C'est un petit peu la difficulté. D'ailleurs, ceux qui sortent aujourd'hui sont sortis de ça. Enfin, on fait un moment des trucs qui étaient très inspirés de Alex Webb, et aujourd'hui, tu sens qu'il y a leurs pattes à eux qui commencent à s'imprimer là-dessus. Oui, mais c'est comme les enfants, tu sais. Les enfants, ils apprennent avec les neurones miroirs. Ouais. Et donc, nous, on est pareil, on apprend tous avec les neurones miroirs. Quoi. Donc, forcément, si tu trouves quelqu'un qui t'intéresse, tu vas faire comme lui. Et puis après, tu trouves tes propres voies. Donc, dans le neurone miroir, il essaye de faire comme du Alex Webb. Et puis, quand il y arrive ou pas, ou qu'il a compris comment il faisait, il cherche autre chose. Il l'adapte à sa sauce, en fait. Voilà, c'est ça. L'apprentissage est fini et tu peux faire autre chose, quoi. Si je te demande, c'est quoi être créatif ? Être créatif, c'est créer. Tout simplement, c'est avoir c'est quelque chose qui sort de toi, quoi. C'est être créatif. Tu peux être créatif en faisant une table. Tu peux être créatif en faisant. C'est faire. C'est Alexandre Astier qui disait j'aime pas. Il y a rien de pire qu'une idée.
Parce que quand tu as une idée, il y a toujours des gens qui disent non, mais moi j'ai l'idée d'un super bouquin, etc. Mais tant qu'il n'est pas fait, il n'existe pas. Quoi, tout le monde a des grandes idées. Voilà, c'est ça, tout le monde a des idées, mais voilà, l'important, un créatif, c'est quelqu'un qui crée et qui fait des choses. Quoi. Donc à partir du moment où il fait, peu importe s'il fait bien ou s'il fait mal, mais il est créatif. Quoi. Il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui te dit « Ah oui, j'ai eu l'idée, j'aurais dû le faire. » C'est ça. Et toi, tu l'as fait. C'est ça. Et le mec te fait En fait, j'aurais tout à fait pu. Quoi. Ouais, mais tu l'as pas fait, mec. Ouais, donc, c'est ça. L'idée ne sert pas en soi, c'est faire qui fait que c'est ce que je disais on m'a déjà posé la question. C'est l'art est-ce qui rend plus la vie. Attends. L'art est-ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Tu vois ? Donc faire de l'art rend la vie intéressante. Donc si tu fais rien, la vie sera moins intéressante. D'accord. Bon, il vaut mieux une mauvaise idée exécutée qu'une bonne idée. Exactement. Il vaut mieux une mauvaise idée exécutée qu'une bonne idée pas faite. On peut mentir à une personne 1000 fois, mais on ne peut pas mentir à 1000 personnes 1000 fois. Ok, boomer. Encore une fois, je sais pas qui aura la ref. Si, si vous n'avez pas la référence de la Cité de la Peur, arrêtez de m'écouter. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous, tout de suite. Qu'est-ce qui te fait déclencher ? Qu'est-ce qui me fait déclencher ? Qu'est-ce qui me fait déclencher ? Le farfelu. L'amour, tout ce qui passe par l'émotion, quoi. Enfin, un truc, le farfelu, j'aime bien. Ouais. En ce moment, je suis là-dessus. Alors, avant, j'étais sur d'autres trucs, mais en ce moment, je suis là-dessus. C'est ma fille qui m'a dit ça un jour. Elle m'a dit papa, t'es farfelu. Ça t'a marqué. Et ça m'a marqué. Je me dis tiens, elle a peut-être raison. Et voilà, donc ce serait un peu le farfelu dans tous les sens du terme. D'accord. L'enfance, etc. Mais ce qui me fait déclencher, c'est une émotion, quoi. T'as l'œil qui part en fait dans une direction quand tu vois quelque chose de farfelu. Ouais, complètement. Ouais. La dernière fois, j'ai pris en photo quelqu'un qui avait un gobelet dans la bouche, comme ça, il marchait avec son gobelet dans la bouche. Je trouvais ça rigolo. Ou ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un chien, un visage, une tenue, des lunettes, n'importe quoi de farfelu, quoi, qui dénote un peu avec l'air du temps, qui est un peu monotone, quoi, j'ai l'impression. Quand tu as l'appareil à la main, tu les vois quand même ou pas ? Ou il faut que tu sois en chasse ? Quand j'ai l'appareil à la main ? Quand tu n'as pas l'appareil à la main, est-ce que tu les vois pareil ou est-ce que tu... Non, alors quand j'ai pas l'appareil à la main, je pense qu'on est toujours un peu photographe. C'est comme... on est toujours photographe. Quoi qu'on fasse, on a beau pas avoir l'appareil, on peut pas s'empêcher de regarder, à moins de fermer les yeux. Mais non, j'essaye... je vois toujours un peu... De toute façon, je suis farfelu. Donc je pense un peu... je pense être farfelu, mais je le vois, je le vois de toute manière. J'ai un radar à farfelu. D'accord, c'est pas mal. C'est quoi une bonne photo ? C'est question. C'est quoi une bonne photo ? C'est des questions farfelues, c'est spécialement pour toi. C'est quoi une bonne photo ? Une bonne photo, c'est... je vais reprendre les mots de Gennaro Bardi. C'est quelque chose qui te crée un... Comment il appelle ça ? Un arrêt esthétique ou un point émotionnel. Je ne sais plus comment il appelle ça. Enfin bref. C'est quelque chose qui te fait t'arrêter, quoi. Tu dis « Waouh, ok ». Et tu te penches dessus et tu dis « Ok, qu'est-ce que c'est que cette photo ? Qu'est-ce qu'elle me fait ?» C'est une photo qui te touche, principalement. Peu importe la photo, ça peut être des hamsters, ça peut être n'importe quoi. Un petit chat mignon sur Internet. Un petit chat mignon, ça peut être un clown triste, ça peut être n'importe quoi, mais il faut que la photo fasse waouh. Et une bonne photo est unique pour chacun, en fait. Ouais. Et c'est une rencontre. Voilà, c'est exactement ça. Une bonne photo, c'est une rencontre. Pas mal. On va parler de street photographie puisque c'est un petit peu pour ça que tu es le plus connu, j'ai l'impression, aujourd'hui.
Oui, enfin connu, oui, peut-être. C'est vrai, si les gens Oui. qui te connaissent vont plus te connaître par rapport la à street, ça. bien sûr, évidemment. Par rapport, en tout cas, dans les auditeurs du podcast. Ouais, carrément. J'ai envie de dire, tu es un peu le street photographe du coin de la rue, un peu comme Spider-Man, tu sais, le Friendly Neighborhood Spider-Man. Toi, tu es le Friendly Neighborhood Street Photographer. Tu vois, j'ai eu il n'y a pas longtemps cette discussion. C'était l'épisode 101 en anglais avec Daniel Milnor où il parle de Target Rich Environment. C'est mon nouveau dada, ça, en ce moment. C'est cet environnement où tu as plein de choses qui se passent et en fait tu as juste à tourner la tête et il va se passer un truc. Donc c'est clairement les zones touristiques. New York, où tu vas au pied de la Tour Eiffel à Paris et il se passe toujours un truc, ou place du Trocadéro, il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose et tu as juste à regarder et tout. Toi, tu es un petit peu l'opposé de ça. Peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, les derniers temps, ce que j'ai vu de toi, c'était plus ça, c'est d'aller en bas de chez toi. Tu habites dans une petite ville. Ouais, j'habite Quesnoy-sur-Deuil, à 10 km de Lille, au nord de Lille, à la campagne. Voilà, donc c'est une petite ville où il y a un marché. Une bourgade. Une bourgade où il y a un marché 2 fois par semaine, un bistrot et quelques magasins. Et puis voilà, c'est pas. Ça va, de ce que j'ai vu des vidéos, en tout cas, je pense que c'est la zone. Pas une description fausse, mais c'est vraiment la petite ville. C'est la petite ville. Et tu fais des photos dans cet environnement-là, alors qu'il y a plein de gens qui vont dire, moi par exemple, je ne sortirai jamais de Paris parce que j'adore cette idée de sortir en bas de chez moi. Et même si je suis dans un quartier qui est relativement calme, il se passe toujours quelque chose. Et si il se passe vraiment rien, je suis à 5 stations de métro d'Opéra ou 10 stations de métro d'Opéra et en 20 minutes j'y suis et je peux aller faire des photos par là-bas. Toi, j'ai l'impression que justement tu t'épanouis dans des environnements un peu plus soft où il faut peut-être plus aller chercher ces photos. Alors, ça dépend. Alors, c'est parce que tu parles de ça parce que j'ai sorti sur Street Photo France 2 POV qui s'appelle en bas. Mais t'en as sorti 2 d'affilée en fait. Donc presque ça t'a catégorisé instantanément. Tout de suite. Mais non, enfin je suis. En fait, je voulais montrer. J'adore faire de la street à Paris, à New York, etc. Mais j'en ai fait. Et j'en fais toujours. Et quand je viens à Paris, c'est kiffant de faire de la street à Paris. Mais en fait, avec la chaîne YouTube Street Photo France, je voulais montrer que c'était possible, parce que Street Photo France, c'est pas Street Photo Paris. Je voulais montrer que c'était possible de faire de la street n'importe où. Mais du coup, tu prends presque le contre-pied des autres, en fait. J'ai l'impression que tu es un petit peu... Alors, on t'appelle en plus le vieux sage, il me semble. Ouais, on m'appelle le vieux sage. T'as un peu ce côté-là de dire, ok, d'accord, il y a ça. Donc, effectivement, quand Tritsi et le petit gars noir, ils vont faire des trucs qui vont rue de Rivoli. Ouais, c'est ça. Et toi, j'ai l'impression que tu as un peu pris ce contre-pied absolu des deux autres, de dire, moi, vous savez quoi, je vais faire ça dans mon patelin et dans un marché où il se passe rien. C'est ça. Mais j'ai un peu pris le contre-pied parce que j'avais pas trop le choix et je voulais montrer aussi que quand on n'a pas trop le choix, et on se démerde quoi, et on fait. Si tu as envie de faire, tu fais. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est ce que dit Orelsan, si tu as envie de filmer, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Quoi. Ouais. Donc tu as un appareil photo, tu sors et tu vas faire des photos. Au moins tu fais quelque chose et accessoirement tu fais quelque chose de différent, parce que dans ton village, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mecs qui font de la street photographie là-bas. Non, j'ai plutôt l'air d'un extraterrestre là-bas. C'est clair, j'ai l'air d'un extraterrestre là-bas quand j'arrive sur le marché. Ça marche partout. Moi qui ai tout le temps un appareil photo à la main ou autour du cou, entre l'école, j'habite dans plein 16e dans Paris, dans le quartier, je suis aussi connu pour ça. Quoi. Voilà, les gens se rappellent de moi pour ça. Ouais, c'est le mec à l'appareil photo. Ouais. Et moi, en plus, sur le marché, j'ai fait du flash, donc laisse tomber. Je me suis tout de suite fait cataloguer. Mais ouais, j'ai fait ça et j'ai essayé de prouver que c'était possible de faire des photos en bas de chez soi, parce que si tu n'arrives pas à faire des photos en bas de chez toi, tu sais pas en faire à l'autre bout du monde. Quoi. Alors, j'ai des contre-exemples de ça, justement. Tu as des gens qui sont ultra à l'aise loin et pas du tout en bas de chez eux. Ouais, mais c'est justement ça le truc. C'est qu'il faut être à l'aise en bas de chez toi et tu seras encore plus à l'aise à l'autre bout du monde. Omaropoulos, il te dit, j'arrive pas à faire de photos à Paris, j'adore faire des photos. Et tu vois ce qu'il fait au Sénégal, c'est monstrueux. À Hong Kong, c'est des trucs incroyables. Et il te dit, je fais pas de photos à Paris, ce qui est quand même surréaliste. Quoi. C'est vrai, mais c'est l'exception qui confirme la règle. J'en ai un deuxième, c'est Johan Lelos, qui est très connu en photo de voyage. Qui me disait, moi, ce qui est en bas de chez moi, ça m'intéresse pas. Ouais. Non, mais après, moi, ça m'intéresse pas forcément non plus. Mais c'était pour le challenge que j'ai fait ça. C'était vraiment ça, quoi.
Et après, ça m'a intéressé. Et puis j'habite le Nord, donc c'est vraiment une région assez particulière, avec des gueules, avec des trucs un peu chelous. Il y a un mec, un photographe, je sais plus comment il s'appelle. Il a fait un bouquin qui s'appelle Rad. Oui, je l'ai vu ce livre. Il a été dans les rades et il a fait des photos au flash. Enfin, alors, je trouve pas que c'est beau, mais je trouve que l'idée est génialissime. C'est franchement, j'achèterais pas le livre parce que les photos en elles-mêmes me parlent pas, mais le concept est dingue. Génial. C'est génial. C'est cru. C'est un peu. Moi, j'aime bien un peu ce côté-là, un peu sale, quoi. Enfin, pas un peu sale, pas dans le sens sale, mais un peu cru, quoi. Il y a un livre Dirty comme Harry, ça qui s'appelle Café Leibniz. Je sais plus le nom exact. Attends, je vais juste le chercher parce que ce livre, c'est une perle à connaître. Et c'est Café. C'est un livre qui s'appelle Café Leibniz. C'est Anders Petersen. Et en fait, c'est un vieux livre où il a été dans un café pendant super longtemps. Je sais pas si ça te parle. Non. Et en fait, c'est que des gueules, c'est que des trucs. C'est vraiment, c'est assez incroyable. Attends, je sais pas si je peux te montrer les photos, mais tu vois, c'est assez incroyable. C'est vraiment les gens. Mais j'adore. Et c'est un bouquin, bouquin. Et ça, c'est Rad, mais Rad, il y a 50 ans. Ouais. Et il est extraordinaire. En fait, ce livre est très dur à trouver. D'accord. J'en avais trouvé une version, je l'ai commandé, pas de bol, c'était la version espagnole. Et ça m'emmerde un petit peu de ne pas avoir les trucs. Donc je l'ai renvoyé, je continue à le chercher, ce livre, parce que c'est une référence. D'accord. C'est assez extraordinaire. Tu vois, tu me parles de Rad, c'est un peu une revisite de ça. Okay. Sauf que je trouve que les mythes, c'est beaucoup mieux fait. Ok, j'irai voir, si tu me donneras la ref. Mais encore une fois, il est très très compliqué à trouver ce bouquin. Peut-être ça a changé, peut-être il y a eu des rééditions, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, je parle de ça il y a 1 an et demi. J'avais vraiment galéré pour le trouver. Au résultat, je ne l'ai pas trouvé pour finir. Ce que me faisait penser justement ce côté la street du coin de la rue, c'est que du coup, comme tu as moins d'opportunités, tu n'es pas dans un target rich environment. Exact. Ouais. Tu es obligé d'aller parler aux gens. Ouais. Et du coup, tu es obligé d'aller créer tes targets à toi. Oui, c'est quelque chose. En fait, je suis arrivé à la photo de rue par Grimasque. Ouais. Je peux en parler 2 secondes. Tu peux en parler 2 secondes, mais on en parlera un petit peu plus loin. 2 secondes. Je peux en parler 2 secondes. Et donc, Grimasque, je parlais aux gens dans la rue. Et j'ai commencé par parler aux gens dans la rue. Et donc, c'est quelque chose qui ne me fait pas peur de parler aux gens dans la rue. Et quand j'ai pas de photos ou quand j'ai pas de target, comme tu dis, je vais faire des portraits et je vais parler aux gens et je me crée un petit peu, je me mets en condition pour enlever un peu la peur d'aller parler aux gens et où tu sais, commencer la street, c'est toujours dur. T'as ton appareil, t'es tout seul, tu prends les gens en photo, les gens ils calculent, tu dis oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire. Et Gennaro conseille, et moi aussi je conseille d'aller parler aux gens. Tout simplement, et dire bonjour, excusez-moi, je vous trouve très bien sapé ou une jolie coiffure, est-ce que je peux vous prendre en photo? Et les gens disent oui, plus généralement, 90% du temps, les gens disent oui. Donc, ils disent plus souvent oui que non en réalité. Voilà, c'est ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est ça. Les gens sont gentils. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que les gens sont gentils et puis la peur s'enlève au fur et à mesure. C'est comme nager ou apprendre à marcher, quoi. Étonnamment, les gens sont bienveillants. En vivant dans les grandes villes, on l'oublie un petit peu, mais plupart des gens sont bienveillants en fait. C'est ça, totalement. Alors, c'est peut-être moins sur le marché de Quesnoy-sur-Dole, mais... Ils n'avaient pas l'air méchants. Non, ils sont pas méchants, mais ils sont un peu plus méfiants. Ouais. C'est méfiant. En même temps, ils n'ont jamais vu de photographe avant toi. Qui est ce monsieur qui me flash la tête? C'est ça. Mon Dieu, de l'électricité. C'est ça. Et donc, mais voilà, aller parler aux gens, c'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps. Faire un joli portrait, ça fait toujours un peu plaisir, quoi. D'accord. C'est que c'est énervant de voir quelqu'un aussi à l'aise comme ça parler. Non. Ouais, je sais pas. Alors moi, c'est vraiment, je sais pas pourquoi je suis à l'aise ou pourquoi pas. J'en sais rien. Je suis comme ça. Mais je pense que tu aimes bien parler aux gens avant d'aller faire des photos. Oui, j'aime bien les gens. Donc, je pense que pour faire de la street photo, il faut être un peu humaniste, aimer son prochain, sans être chrétien ou quoi que ce soit, mais aimer l'autre, quoi. Aimer la rue ou aimer la rue, aimer les gens, même n'importe qui.
être sociable, quoi. On en parlait juste avant, en fait, je te racontais, parce que tu l'as pas encore vue, elle est sortie qu'hier, mais hier j'ai une vidéo qui est sortie, c'est pas chez moi, c'est chez Guillaume W, où je parlais de street photographie avec lui, il me suit pendant, alors ça dure 4 heures, il me suit, en fait la vidéo dure 40 minutes, mais on a passé énormément de temps, et à un moment on discute de ce que c'est la street photographie. Et je lui dis, moi, en fait, ce que j'aime, c'est pas. Enfin, j'aime faire des photos, mais j'aime marcher dans la rue, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est que si tu fais des photos de gens, faut aimer les gens. Si tu fais des photos de la rue, faut aimer la rue. Si tu fais des photos, peut-être du marché, faut aimer le marché. Enfin, je sais pas, faut aimer ce que tu photographies avant. Sinon, c'est que de la photo, en fait. Oui. Alors après, la photo de rue, c'est une photo. C'est pas que de la photo de rue, c'est de la photo un peu humaniste. Vraiment, il y a plein de sortes de photos de rue, je pense. Ou pas, tu peux documenter une époque aussi. C'est ça, tu documentes une époque où tu fais d'autres choses. Il y en a, ils disent, faire des portraits, c'est pas de la photo de rue. Il y en a, ils disent, moi, je cherche l'instant décisif de Bresson. Et il y a plein de sortes, en fait. Mais peu importe, l'importance, comme disait tout à l'heure, c'est de faire ce qui te plaît et que tu kiffes et que les gens sentent que tu kiffes, quoi. Je sais plus pourquoi je disais ça. Parce qu'on parlait de ce qu'il faut aimer oui, tu disais aussi photographier. Pour moi la street photo, c'est pas marcher, c'est pas vraiment mon truc, quoi. Tiens, j'aime bien, mais faire 20 bornes dans une journée, c'est pas spécialement ce que je préfère. C'est le côté méditatif, c'est le côté flâner. C'est le côté être ouvert un peu au monde et être seul dans l'ensemble. C'est faire partie du tout sans en faire partie. En fait, c'est un peu un résumé de ma vie, quoi. C'est je suis là mais je suis pas là. T'as des écouteurs quand tu fais de la street ou pas? Non. Très rarement. J'essaye de sentir la rue, d'entendre des trucs, un cri ou. C'est pas incompatible, hein. Ouais, bien sûr. Après, tu peux être dans un certain mood contemplatif, si ça dépend ce que tu écoutes. Mais si tu écoutes du punk, tu peux faire du punk, du flash au punk. Ce serait drôle. Ça serait drôle. Je pense que tu es un peu hargneux quand on t'aborde. Moi, c'est plus un truc méditatif, quoi. Quand tu rentres dans la zone, tu sais, et puis tu vois plus que ça et tu cherches quelque chose. Moi, justement, la musique m'aide à ça. D'accord. Ok. Je sais pas. J'ai l'impression d'être un alien quand à chaque fois que je discute, tout le monde me dit mais non, moi je reste connecté, machin et tout. Moi en fait, j'ai juste des écouteurs avec une musique qui s'appelle Lofi. Ouais, Lofi, je connais. C'est un truc musique zen, down tempo, qui te sort pas de ce que tu es en train de faire et qui te garde juste focus, juste où il faut. Avec les AirPods en mode transparent. Donc en fait, je suis pas du tout coupé de la rue. Par contre, si quelqu'un me parle et que j'ai pas envie de lui répondre, je peux tout à fait ne pas l'entendre. C'est pas un problème. Mais par contre, en même temps, j'ai cet avantage d'avoir une musique qui me focalise et qui me fait une espèce de bande son de la rue, tu vois, quelque part. Parce que finalement, si tu fais une vidéo YouTube, c'est ça la bande son que tu vas mettre derrière. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis dans ma vidéo, moi. Avec mes écouteurs. T'es déjà sur YouTube. Je suis déjà dessus, alors que je me filme pas, mais tu vois, je suis dans cette espèce de petit film. Presque je me vois de l'extérieur, tu vois. Non, si, je vois totalement ce dont tu parles. C'est un côté cinématographique. Se plonger, ça te permet de te plonger dans une zone un peu onirique, quoi, et tu te détaches un peu du monde et tu crées en fonction de ce que tu vois et ce que tu entends et ce que tu rêves. Tu te mets dans la zone, en fait, c'est exactement ça. Et tu es dans ton flow et tu avances et ça va tout seul, quoi. Et du coup, tu te poses moins de questions, et quand tu te poses moins de questions, forcément, tu vas beaucoup plus facilement aux choses, quoi. C'est ça. Alors, quand tu as des écouteurs pour aller voir les gens, c'est un peu compliqué. Moi, je leur parle pas. Toi, tu leur parles pas. Pourquoi pas? Après, chacun sa méthode. Moi, je fais mon asocial. Je parle rarement aux gens dans la rue parce que justement, j'aime bien ce côté spontané des photos. Oui. Alors moi, je parle de moins en moins aux gens. Je parle quand j'y arrive pas, quoi. Ok. Non, mais c'est une façon comme une autre. Moi, j'ai des thèmes comme ça où, quand j'y arrive pas, je vais aller rechercher certains trucs et ça va me permettre de me remettre dedans aussi, tu vois, parce que tu as aussi des points qui te permettent de te refocaliser, tu vois. Tu as des séries. Comme j'ai un pote, il cherche les invaders dans Paris. Et en même temps, il fait sa street, en même temps, il scanne les invaders.
et ça le maintient dans cette espèce de flow permanent. Comme je l'ai déjà raconté ça, mais si je fais un cocktail par exemple, si je fais un mariage et qu'il y a un cocktail, tu fais une fois, 2 fois le tour, personne ne bouge, ils sont tous en train de bouffer, il se passe rien, tu vois, pendant 2 heures. Et toi, en fait, tu sais qu'il va se passer un petit truc à un moment, mais que si t'es pas dans le flow, que si t'es pas resté focus, que tu commences à bouffer, que tu commences à te sortir du truc, tu vas le rater parce que tu seras pas dedans à ce moment-là. Et en fait, moi, pour rester focus, je photographie. Alors, c'est mon jeu à moi, hein, j'en ai des milliers des photos comme ça. Je photographie, en fait, les gens qui mangent. C'est-à-dire, je suis au 35 mm, pas de focale plus longue, je suis à côté des gens. Ils doivent pas me voir, mes règles c'est ça, c'est 35 mm, ils doivent pas me voir, je dois être à côté et je dois les prendre en flag en train de bouffer. Donc la bouche ouverte, en train d'enfourner la bouffe. Et je fais ça tout le temps et j'en ai mais je te dis, quand je te dis j'en ai des milliers de photos comme ça. Un jour je les sortirai. Bah ouais, sur un bouquin, mais tu te fais ton game à toi. Ça peut être un truc, en gros, c'est rigolo, mais alors enchaîné, c'est merveilleux. Ah ouais, non, mais j'imagine, tu dois avoir je me tape série. des barres de rire quand je suis dedans, c'est génial. Et donc quand tu fais ça te garde dans le flow justement pour, tu restes créatif, pour le moment en fait où il va se passer réellement quelque chose, parce que tu n'as pas arrêté de faire des photos, tu as toujours l'appareil à la main, à l'œil, et en fait au moment où il y a un coup de vent et il y a un truc qui s'envole, toi tu es quand même là, alors que sinon tu étais dehors et le temps de réaliser qu'il se passe quelque chose, bam, avec un canapé dans la bouche, c'était merde, mon appareil. Ça m'empêche pas de manger, hein, mini burger quand même, c'est 100% du kiff des cocktails quand même. Mais c'est intéressant pour rester créatif. C'est de rester, donc toi, c'est de parler du coup, d'aller voir des gens et de parler. Ok. Alors justement, puisqu'on parle du contact facile et de ce côté peur de rien, c'est un peu ta grande qualité du coup. C'est pas facile à maîtriser, mais c'est un petit peu ça, ce côté j'y vais, j'ai pas peur, je peux parler aux gens. Est-ce que déjà les deux vont forcément ensemble ? Alors j'ai pas forcément peur de rien, mais j'appréhende beaucoup mieux ma peur. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a le projet Grimace qui est passé par là, j'ai appris encore avec Gennaro que la peur c'est un signal. J'allais te dire ça parce que je suis tombé sur la vidéo que tu as réalisée pour lui là-dessus. Et oui, évidemment. La peur est un signal. La peur, c'est un truc qui te dit tiens, ça m'intéresse. Et ça, j'ai envie de le faire. Et donc, si tu n'y vas pas, tu es frustré, tu as un regret. Et donc, quand tu as peur, c'est qu'il faut que tu y ailles, en fait, justement. C'est le signal que quelque chose t'intéresse. C'est-à-dire que ça peut être le signal de fuir, mais ça peut être aussi le signal qu'il y a quelque chose qui t'intéresse et qui vaut le coup. Exactement, surtout en photo de rue. Donc, si tu as peur d'y aller, c'est que ça t'a fait tilt. Et donc, il faut y aller. Il n'y a pas le choix. Si tu veux faire de la photo de rue, quand tu as peur, il faut y aller, quoi. Sinon, c'est pas que tu n'as pas peur, c'est juste que tu traites ta peur différemment. C'est ça. J'ai peur, et ça m'arrive encore d'avoir peur, à dire ah, merde, putain, fais chier, j'ai peur et je suis pas allé, quoi. Comme il y a une photo, il y a un portrait sur mon Instagram d'un mec tatoué, tout le visage, il est tatoué. Lui, pour lui demander un portrait, j'ai fait quelques fois le tour, tu vois. Tu vois. Et au final, c'était un nounours, il était hyper gentil. Ouais, il était super gentil. Et puis au final, la photo, elle a été exposée dans un festival à Budapest parce que j'ai gagné un concours. Et si j'avais pas fait la photo, la photo, elle aurait pas gagné le concours. Tu passais à côté. Je passais à côté, mais je suis passé. J'ai dit à mes potes, j'ai envie de le prendre en photo, machin. Et je suis passé, j'ai fait le tour et tout. Puis à un moment donné, je me suis lancé. Je l'ai fait au flash. Mon flash, il a pas marché, donc j'ai dû refaire la photo 2-3 fois. Le mec, il commençait à me regarder bizarre, mais voilà, faut pas lâcher. Et même si c'est pas grave, au pire, il s'en va, quoi. Au pire, il s'en va, il dit non, et puis voilà, c'est que de la photo, ça va, c'est pas grave, quoi. C'est bien que tu aies dit ça parce que c'était ma question suivante. Justement, tu vois les portraits de rue, donc c'est bien d'aller demander. Mais le plus difficile, finalement, c'est pas d'aller demander, c'est de le faire correctement. Ouais. Alors oui, le portrait, faire un portrait. Après, faire un portrait correctement, moi j'ai pas vraiment de technique pour faire des portraits. Surtout que moi je suis plutôt assez rapide pour faire un portrait. Mais tu prends quand même le temps de placer les gens. Je place les gens par rapport. Oui. Alors, le truc c'est que quand tu demandes à quelqu'un de faire un portrait et qu'il te dit oui, chez lui il y a un engagement.
Donc il s'engage. Donc à partir du moment où il s'est engagé, tu peux faire ce que tu veux avec. Enfin, ce que tu veux. Tu peux le diriger. Tu peux le bouger un peu, il s'attend à ce que tu sois aussi engagé. Donc tu peux le diriger. Moi j'ai déjà fait des 100 mètres avec quelqu'un juste pour l'amener dans une lumière, etc. Et le mec il te suit et il fait la photo, quoi. Ouais. Parce qu'il a dit oui. Et à partir du moment où il y a un engagement vers la personne, aucun problème. Tu fais ce que tu le diriges comme tu veux. Tu peux et orienter. Il attend même une direction, quoi. Mais je pense que la première qualité d'un portrait, c'est aussi l'attitude. Comment tu vas vers les gens, comment tu es. Si tu demandes un portrait en étant un peu fâché, tu vas pas l'avoir ton portrait. Oui, le ton sur lequel tu demandes les choses, effectivement, si tu peux avoir dit non, mais ça dépend aussi de la manière dont tu te présentes les choses, quoi. C'est ça. Si tu arrives et que tu es hyper agressif, forcément, tout le monde... Oui, voilà. Et puis même la personne peut te dire oui, mais si toi, t'es pas avenant ou t'es pas gentil, ton portrait sera différent. Moi, je suis plutôt assez rapide quand je fais des portraits de rue. Ça m'arrive même de dire juste comme ça, et puis je prends la photo, puis je m'en vais. Tu shootes à quelle focale ? 28. 28, toujours ? Toujours. Donc même tes portraits ? Même mes portraits, ouais. Donc ça déforme un peu le visage. Il y a Tristan qui veut que je passe au 35. C'est marrant que ce soit lui qui veuille que tu passes au 35, alors que lui shoot au 28. Ouais, mais lui ne fait aucun portrait. Ouais. Il aime pas ça, je crois. Moi, j'en fais. Et, il arrête pas de me dire de passer au 35. Mais je ne veux pas, parce que j'ai déjà une focale 40. J'ai le Nikon, le 40, là. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais c'est trop court. Enfin, c'est trop long. À chaque fois que je prends une photo, je dis putain. Mais c'est pas pareil. Une des raisons pour lesquelles j'arrive pas à passer au ZF, le Nikon, c'est justement les focales, c'est 28 et 40. Ouais. Et que 40 ne me va pas. Ouais. 28, pour moi, c'est trop large pour tout le temps. C'est-à-dire, sous certaines conditions, oui. Mais en vrai, moi, je suis un 35 mm du début à la fin, quoi. D'accord, il faudrait que j'essaye le 35. Moi, j'aime bien le 28 croppé en 5.4. 28 croppé, ouais, ça peut se comprendre, mais ça déforme quand même. T'as la déformation du 28 que j'aime bien. J'aime bien mon 28. Quand t'es habitué, c'est pas grave. Mais je l'ai dans l'œil, quoi. Donc, à partir du moment où je l'ai dans l'œil, c'est difficile. Moi, ce que j'aime bien avec le 28, c'est que t'as pas besoin de reculer. Ce qui est tout le temps mon cas, en fait, parce que j'ai beau voir le monde en 35 mm, j'ai quand même pas ce réflexe d'être loin des gens. Je suis toujours prêt. Ouais. Va t'expliquer pourquoi, je sais pas. Donc en fait, je suis tout le temps en train de faire un pas de recul. Voilà. Le 28 a ça de bien que tu n'as pas besoin de faire ce pas de recul, mais le problème, c'est que c'est fouillis pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas faire des photos aussi propres qu'au 35. Ouais, je comprends. Il y a toujours, comme tu es plus près, il y a plus d'éléments. Et c'est plus difficile de masquer les trucs parasites si t'es un peu loin des gens. Et du coup, en fait, c'est pas la même chose. Tu vois, quand j'aimerais bien passer à Leica, mais si je passais au Leica, je passerais au Q3. Mais le problème du Q3, c'est que techniquement, sur le papier, c'est un 28, dans les faits, c'est un 25. Ouais. Donc c'est encore pire en réalité. Pire. Et cette focale ne me va pas. Donc du coup, qu'est-ce que je fais ? Je peux faire le M11, 12 000 balles, c'est ça. Pour avoir pas d'autofocus et devoir réapprendre à utiliser un appareil photo. Ouais, je l'ai essayé, hein, c'est très sympa, c'est très chouette, c'est génial, tu kiffes. Mais on était dans la famille, il y avait un tonton qui dans un événement familial qui arrivait avec son M11. Moi, j'avais mon petit Fuji, tu vois. Et il arrive, j'ai pas envie de faire de photos, est-ce que tu veux t'amuser ? Je dis, bah ouais, il me sort son M11 avec son 35 mm. Je dis, putain, génial. Je le prends, j'ai fait que de la merde. Ah, c'est dur. C'est très très dur. En fait, si tu sais pas utiliser un appareil comme ça, tu sais pas. Qui m'a dit, ça met un an. Tu mets un an à comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Je pense que c'est très probable. Bah peut-être, je sais pas. Tristan, il me dit une semaine, mais c'est Tristan. Une semaine pour comprendre, mais mais pour l'utiliser, c'est un joueur de poker. Hein, 3 heures pour comprendre, une vie à maîtriser. C'est ça aussi. Non, c'est très compliqué. Moi, c'est quelque chose qui ne me va pas. Et moi, je suis très bien avec mon 28 et le Q3 aussi. Le Q3 me va bien. J'aime bien. Écoute, j'essaierai de m'en faire prêter un sur une durée un peu longue pour voir. Tu peux aller au Leica Store. Je vais aller leur dire un petit coucou à l'occasion. On a déjà discuté, mais le problème, c'est que j'aime pas quand l'appareil est pas à moi, surtout quand il vaut cher. J'ai eu un truc comme ça une fois. Je me suis fait prêter un SL2 pour essayer avec un 35 mm. Donc j'ai laissé un chèque de caution, évidemment. Et en fait, au moment où j'ai laissé le chèque de caution, qui était quand même bien balèze, c'était même pas le chèque, c'était une empreinte de carte bancaire, tu vois, un truc comme ça. Je suis sorti du magasin, j'étais avec un pote et tout d'un coup, j'ai réalisé la valeur de ce que j'avais dans la main.
Et en fait, ça m'a paralysé. Ah ouais. Je me suis dit, mais attends, si je fais n'importe quoi avec, je le casse ou quoi, j'ai 12 000 balles à sortir, quoi. Ah ouais. Et c'est marrant parce que moi j'ai fait au mois de avril-mai, je crois, il y avait un concours Leica et pour gagner un SL2. Ouais. Et tu pouvais aller louer le SL2. Et donc, donc, je crois que c'est là que je me suis fait prêter. Voilà. Et moi, je suis allé louer le SL2 au Leica Store. Et il m'a dit, vous allez faire quoi avec? Et je dis, je vais aller en manif. Et le mec, il a eu un blanc. Il y a eu un blanc. Et d'accord. Okay. Faites attention. Ouais. Je fais, ouais, bien sûr, pas de problème. T'inquiète pas, de toute façon, je t'ai essayé une empreinte de carte bancaire. C'est ça, j'ai une empreinte, mais je suis allé en manif avec le SL2. Le truc, c'est une brique, quoi, mais j'ai fait des photos. Donc j'ai pas adoré le SL2, personnellement. Par rapport, en plus, on avait, le jour où j'étais avec un pote qui venait de s'acheter un R5. Canon. La voiture non, ouais, on aurait pu aussi. Non, il s'était acheté le Canon R5. Ouais. Et effectivement, les menus sont moins jolis, mais l'appareil est beaucoup plus complet, à prix égal. Et à choisir entre le SL2 et le R5, c'est le R5 sans la moindre hésitation. Ouais, le SL, c'est vraiment pour de la street, c'est une brique, quoi. Pour si je devais acheter un Leica, moi, ce serait un M. Il n'y a même pas de discussion, quoi. Un M11. Je me tâte presque à essayer d'acheter un M240 ou un M252, je sais plus. Ouais, alors là, vieux d'il y a 10 ans, tu vois, qui coûte le prix d'un M6, en fait. Ouais. Juste pour essayer. Voir apparemment, le M240, il est fou. Demande à Tristan, il les a tous. Il va peut-être m'en prêter un. On en était. Ah oui, on était sur ton petit tic. Un truc qui revient assez fréquemment. Ouais. On a tous des tocs comme ça. Moi, c'est de mettre quelqu'un, un gros visage sur le côté de l'image. Toi, c'est les gens qui s'embrassent. Les gens qui s'embrassent. Les gens qui se roulent des galoches grosses. Ouais, j'ai une passion. Enfin, pas une passion. Passion galoche. Passion galoche, c'est ça. C'est le titre de mon prochain ouvrage, Passion galoche. Non, mais j'aime bien les gens qui s'embrassent. Ouais. J'aime bien les gens qui s'embrassent. J'aime bien l'amour. Je suis un lover. T'as un cœur tatoué sur la main. C'est le cœur de ma fille. C'est ma fille qui m'a. Ouais, ben voilà, je suis un lover. Je suis un poétique lover. C'est quoi leur chanson? Que des rêves de boomer. Les rêves de vieux, quoi. C'est ça, je suis un poétique lover. Non, mais j'ai à peu près le même âge. Ouais, j'ai 45 dans un mois. J'ai 47. Bah voilà. Et non, j'aime bien l'amour. J'aime bien la sensation que ça fait de choper, de voler un baiser consenti. Donc je trouve ça très très beau et j'en fais pas mal, et même j'avais fait une série à un moment donné parce que l'époque était vraiment compliquée. J'avais fait Friday I'm in Love, qui est une chanson de The Cure, et tous les vendredis je postais une photo d'un baiser. Je suis même allé dans la rue pour demander aux gens de faire des baisers, de s'embrasser, etc. Mais bon, après c'est un peu plus compliqué non, ça marche. Ah ouais, ça marche, mais c'était moins. Ça marche. Les gens sont gentils, mais je préfère les baisers volés, quoi. Ouais. Et mais ouais, j'en ai une belle collection, moi. Mais du coup, personne ne te dit jamais rien parce qu'ils sont tellement occupés à ce qu'ils font que c'est ça, côté là. Parce qu'on a l'impression que les gens seraient super vénères de se faire photographier. Ça m'est déjà arrivé de. Non, j'ai vu un couple s'embrasser, c'était à Barcelone. J'ai vu un couple s'embrasser, j'ai foncé sur eux et je les ai shootés. Ils ont été un peu interloqués, et ils m'ont dit en espagnol. Ouais. Et je leur ai filé la photo, ils étaient très contents. Mais généralement, les gens qui s'embrassent sont pas là pour te taper. Ça se trouve, t'as cassé le cou d'un mec un jour. Non. Il était tout heureux, c'était le premier baiser et tout. Toi, t'arrives avec ton appareil photo, clac, et en fait, la meuf. Non, pour l'instant, j'ai gâché aucun couple. Non, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. L'amour, de toute manière, c'est quelque chose qui me meut, comme dirait Cédric Clapiche. Ça en boîte, j'en faisais beaucoup des photos de gens qui se galochaient. Et j'ai eu un jour un couple, des années après, ils me font: à l'époque, tu étais photographe à telle boîte, et tu as pris une photo de nous le soir où on est sortis ensemble, et c'est la photo du premier baiser, en fait. Ah, génial. Et ils m'ont ressorti cette photo-là, je fais: oh, génial. C'est absolument dingue de te dire, et ils me disent: merci, en fait, parce que on a une photo de notre premier baiser. Mais c'est fantastique. C'est merveilleux quand même. Mais ça, c'est merveilleux. C'est déjà la photographie, des fois. Ça, comme quoi, des fois, il faut y aller. Ben oui, exactement. Les gens ne sont pas conscients que tu leur rends un grand service. Exactement. En fait, tu leur as créé le souvenir de leur vie, quoi. Mais c'est ça, on a le pouvoir de rendre immortel.
C'est beau, c'est beau, c'est beau. On va parler d'un autre sujet, c'est mon deuxième thématique. Donc, on est toujours sur la street, mais on va parler du flash en street. Yes. On a un petit peu commencé en parlant d'Alex Webb. En ce moment, c'est un petit peu la mode de la street photographie, ce côté ombre et lumière, plusieurs niveaux de lecture, superposition des layers, des machins, des trucs. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une petite offensive du flash en street. Peut-être c'est dû au fait que ça se développe aussi sur YouTube et que les gens essaient de trouver quelque chose par rapport à ça. Mais toi, par contre, tu le fais beaucoup. Tu le fais beaucoup en journée, en plus. Ouais. Donc plutôt des nuits américaines ou ce genre d'images. Ouais, ça dépend. Mais je trouve pas ça logique. En fait, le flash dans une discipline où on se dit on doit être discret avant tout. J'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus. C'est un peu comme le portrait en fait, tu vois. La street photo, il y a plusieurs disciplines. Le flash, c'est une discipline particulière, complètement. C'est un peu la nage papillon. C'est le truc un peu infaisable. Et déjà, j'habite le Nord. Il faut savoir que dans le Nord, il n'y a pas beaucoup de soleil. Ouais. Et donc faire du Alex Webb dans le Nord, c'est compliqué. Ouais. Et le flash, en fait, j'ai essayé une fois et j'ai trouvé ça cool. Pour deux raisons. La première, parce que ça fait des photos folles. Et la deuxième, parce que j'ai un côté rebelle, un côté punk chez moi. Et j'aime bien surprendre les gens. J'aime bien faire peur aux gens, tu vois, même si je suis très love, etc., très bienveillant dans les portraits, mais j'ai un côté, tu vois, on est tout le temps un peu nos propres contradictions, quoi. Et j'ai ce côté-là aussi chez moi qui est un peu rebelle, et ce côté flash m'apporte ça, cette sensation de défi et d'interdit. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'y vas, les gens t'ont vu et tu sais, tu t'en tapes, quoi. Ouais, je m'en tape. Ouais. C'est ce côté-là. C'est ce côté, j'en ai rien à foutre. C'est clairement ça. C'est ça qui me fait kiffer, en fait. C'est ce côté balèque, quoi. Une fois, j'ai fait j'aurais pas dû, mais je l'ai fait quand même. J'ai tapé sur l'épaule de quelqu'un. Il s'est retourné. Et au moment où il s'est retourné, je l'ai flashé. Ouf. C'est un peu violent. Ouais, il était perdu. Ouais. Il était perdu. Et je me suis excusé tout de suite après, évidemment. Mais ouais, je suis un peu. C'est un peu ce côté-là, hein, ce côté un peu rebelle, un peu que je cherche la bagarre, mais tout de suite derrière, je dédramatise, etc. Non, quand tu sais que les gens, quand tu vas leur parler de but en blanc dans la rue, ils mettent 15-20 secondes à réaliser que tu leur parles, simplement, à comprendre ce qui est en train de se passer. J'imagine des mecs qui se retournent et qui se prennent un coup de flash dans la tronche, quoi. Ouais, en fait, il faut continuer à marcher. Ouais. Tu flashes et tu marches. Alors c'est plus dur sur le marché de Quesnoy-sur-Neuve parce que quand tu flashes en plus ils savent tous où t'habites voilà, ils savent tous où j'habite, mais à Paris tu vas rue de Rivoli, tu peux flasher toute la rue, personne s'en rend compte, quoi. Ah ouais. Si les gens, en fait, le temps qu'ils se rendent compte qu'il y a eu un flash, toi t'es déjà à 4 mètres derrière, ça veut dire qu'il faut marcher vite, quoi. Ouais, il faut être prêt, quoi. Ouais. Il faut être prêt à flasher et anticiper, regarder 50 mètres avant et flasher. On a fait une vidéo au Nouvel An au Flash avec Street Photo France et là, c'est le Nouvel An, on peut flasher n'importe qui, n'importe quoi. Nouvel An, tout le monde est bourré de toute façon. Tout le monde s'en fout et on y va, quoi. Et flasher la nuit, c'est pire, en fait. Ouais. Parce que flasher la nuit, tu vois, les pupilles sont dilatées, donc tes yeux sont habitués à la nuit, et quand tu flashes quelqu'un qui a les yeux dilatés, tu l'aveugles complètement, quoi. Et à la limite c'est mieux parce que du coup ils peuvent pas te poursuivre, ils peuvent plus rien après. C'est ça. Non mais flasher le jour c'est plus simple parce que le flash est moins visible. Ouais. Oui, bizarrement. Oui. Bizarrement. Alors que la nuit tu flashes quelqu'un, mais le flash il est clair, c'est un soleil, quoi. Faut que je te montre un livre, c'est Bruce Davidson, Subway. Je sais pas si tu connais ce livre-là, c'est une merveille. Chef-d'œuvre. Tu as Subway. J'ai Subway, ouais. C'est incroyable. Il est extraordinaire ce livre. C'est un copain qui me l'a prêté. Incroyable. Il faut que je te montre ça, tu vas devenir fou. Et j'ai fait directement je l'ai acheté, quoi. Ce livre est fou. J'y retourne assez régulièrement parce que franchement, c'est dément ce qu'il a fait. C'est dément. Oui, je te parlais du flash en fait parce que moi
moi, je travaille en photographie et le flash aujourd'hui, c'est plus jamais sur l'appareil. Du coup, j'arriverai même pas à faire ce que tu fais, c'est-à-dire avoir le flash sur l'appareil en photo, même en street, tu vois, j'arriverai pas à avoir cette logique-là. Ouais, alors moi je l'utilise en déporté aussi. Mais qu'est-ce que t'appelles en déporté ? C'est-à-dire que je l'ai à la main et j'oriente le flash en fonction de la personne, de l'effet que je veux en fait. D'accord. Pour Halloween, j'ai fait, sur Street Photo France, pour Halloween, j'ai fait des... oui, par en bas. Par en bas, ouais. Justement pour avoir des gueules comme ça, des effets. Puis des monstres. Et puis j'ai bourriné le flash, je l'ai mis à fond, justement pour créer la nuit, alors qu'il faisait jour, quoi. Mais j'aime bien ce côté-là, ce côté déporté où ça crée des coups de couteau, des coups de flash sur les corps. C'est très très rare que je le mette sur l'appareil. C'est quand j'ai un peu la flemme, quoi. Ouais. Oui, bah c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, si je le mettais sur l'appareil, c'est que vraiment j'ai pas envie de m'emmerder. C'est ça. Mais en réalité, je le déporte et je l'oriente au fur et à mesure de mes envies, quoi. Moi, aujourd'hui, un dance floor, je mets 4 flashs autour et je me fais plus chier, en fait. Oui, c'est vrai. Après, tu sais, tu te fais un petit contre-jour par rapport à tes positionnements et tout. Tu deviens toujours pour en avoir un derrière les personnes que tu photographies et ils sont éclairés de devant et de derrière. Et du coup, ça les détache et tout. Mais à la même puissance, les 4 ou... Ouais, à la même puissance, les 4. Et après, c'est toi qui gères. Avec une softbox ou c'est plein pot plein pot, des fois avec des grilles. Des fois, tu mets des filtres colorés et après, tu gères en fonction, en fait. C'est marrant, ça. C'est un bon... après, c'est technique. Ça demande une certaine habitude, en fait. C'est-à-dire que tu commences avec 1, 2... Après, t'en mets 3, après, t'en mets 4, après, t'en mets 10, si t'as envie d'en mettre 10. On a déjà fait, le record qu'on a fait, c'était avec Henri Desroches, je crois qu'on avait mis 6 et j'en avais un à la main parce qu'on a accumulé les nôtres. On avait la même marque, ça marchait avec les mêmes déclencheurs, donc on a accumulé tous nos flashs ensemble et on s'est fait un truc autour du dance floor de malade, quoi. Ah, ça doit être cool, ça. C'était assez rigolo. C'était plus pour la déconne qu'autre chose, mais en vrai, tu peux aller super loin avec des flashs. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais bien aller un peu voir un petit peu ce qu'on peut faire avec le flash. T'en mets deux en ambiance lumineuse qui te font une lumière colorée de chaque côté, plus des trucs qui éclairent de tous les côtés, plus une perche avec un qui tient le flash, qui prend les photos. C'est dément, en fait. Mais dans la dernière Street Fighter, là, il y a Zoomento, je sais pas si tu vois qui c'est. Zoomento, il a une sorte de boule flash et, pour flasher les gens comme ça, et du coup, ça flash vraiment l'entièreté du corps, quoi. Je crois que je l'ai, c'est un truc magnétique, Magmod. Je crois que c'est ce que j'utilise. Je connais pas la bonne, mais ça m'intéresse. Je crois que c'est ce que j'utilise moi quand j'ai à la main le truc. Je te montrerai tout à l'heure, tu me diras si c'est ça. Mais effectivement, j'ai un flash Cobra et j'ai un truc magnétique dessus. Et en fait, j'ai une boule blanche. C'est ça. Je sais plus comment il s'appelle le truc, qui se met dessus et qui te diffuse la lumière énormément. Partout, en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu avais une softbox, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, donc c'est ça. Moi, c'est globalement comme ça que je fonctionne quand j'ai un flash. Et le truc, en fait, c'est comme j'ai 2 appareils photo et que c'est un peu emmerdant un de chaque côté avec les mains et tout. De plus en plus, je te dis, je mets des flashs un peu partout autour et en fait, je me crée ma lumière comme ça. Et après, selon la manière dont tu sais gérer, en fait, tu arrives à te faire des coups de flash sur l'arrière du sujet, de gérer des trucs qui te font quand même des résultats assez potables. Mais... Tu dois ressembler à un homme orchestre avec tous tes flashs et tes machins. Non, c'est un flash, c'est sur pied ou c'est sur... Ah oui, c'est sur pied. Tu peux te les mettre dans le dos aussi. Non, mais c'est agrippé genre autour de la piste de danse ou autour de l'endroit où je suis. En fait, je me crée des lumières qui sont pas directes, mais par contre qui sont fixes. Et à moi de tourner autour des gens après en fonction de ça, quoi. C'est pas mal. Je te montrerai à l'occasion. On va parler du côté filmmaker. Alors j'aime bien parce que tu as mis filmmaker. En fait, en français, on sait jamais comment dire faiseur de vidéo, vidéaste. Il y a plein de manières de le dire, mais il y a rien qui correspond réellement à filmmaker, en fait, parce que il y a le côté de fabriquer, de créer qu'on retrouve nulle part, en fait, dans le français. Toi, tu as choisi de mettre, au lieu de mettre vidéaste, justement, tu as choisi de mettre filmmaker. Je peux pas me dire que c'est le hasard pur. Non, c'est pas le hasard, mais c'est juste une question de rime, en fait. Ouais. Si tu veux, parce que sur mon site internet, c'est écrit filmmaker, photographeur et dreamer. D'accord. Et il y avait photographeur et dreamer. Et je voulais mettre director, tu vois, mais ça rimait pas. Il n'y avait pas de truc en heure. Donc du coup, je me suis interrogé. Je me suis dit, mais comment je peux dire que je fais des films et que ça se finisse en heure, quoi. Et j'ai trouvé filmmaker, qui est l'anglicisme, en fait. Ça. Et en fait, j'ai trouvé ça très très cool. Ouais. Et mais je trouve que ça veut même pas dire la même chose, en fait, parce que c'est même mieux. Vidéaste, c'est un mec qui fait de la vidéo, mais c'est pas voilà. Mais filmmaker, c'est vraiment quelqu'un qui crée un film, quoi. C'est ça. C'est presque plus noble.
Je sais pas. Oui, peut-être. La question de la noblesse, je pense que maintenant, avec les nouveaux outils, n'importe qui peut faire un film, même avec des objets vidéo, quoi. Mais tout le monde ne peut pas faire un film. Faire un film, c'est... je vois ce que tu veux dire. Moi, je peux faire un film, mais ce que j'ai vu que tu faisais, je peux pas faire ça, tu vois. Moi, je peux faire un film où j'ai filmer des gens qui font de la danse et des machins, et te faire un petit fond musical sonore, et puis te monter un petit truc un peu dynamique, et puis voilà, tu vois. Mais je peux pas faire une histoire comme tu as fait toi dans des courts-métrages. Oui. Enfin, peut-être je pourrais si je bossais un peu, voilà, mais ça, je pense que n'importe qui peut le faire, mais à sa manière en tout cas. Et oui, en fait, je viens de là. Donc j'ai fait des études de cinéma, donc en option avec une option scénario. Donc j'ai appris à faire des films. Enfin, j'ai beaucoup surtout appris à théoriser et à analyser comment on fait des films et comment on raconte une histoire avec la sémiologie, l'étude des signes, comment la manière narrative en tout cas, la grammaire cinématographique. J'ai beaucoup appris ça, donc j'ai été biberonné par mon père de cinéma, et donc filmmaker, oui. En ce moment, je fais plus clip, je fais plus des clips, mais j'essaye toujours de raconter des histoires. Alors justement, puisque tu parles de ça, qu'est-ce que ça a apporté côté photographie ? Ce côté narratif, je pense. Ce côté d'étude ça m'a un peu bridé au début, parce que c'est pas du tout le même médium. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la photo, je voulais faire des photos qui ressemblent à des films. Et au fur et à mesure où je progresse en photo, j'ai plus envie de faire des photos qui ressemblent à des photos. Pas à des films. C'est l'erreur commune de croire que comme c'est le même appareil. C'est le même. Voilà. D'ailleurs, moi je trouve ça hyper désagréable de faire des films avec un appareil photo. C'est ça. Par exemple. Ouais, c'est compliqué. J'ai une caméra qui est dédiée, je l'ai transformée en caméra vidéo parce que je ne veux pas faire des films avec mes XT5, tu vois. Oui, bien sûr, je comprends. Mais c'est du coup. J'essaye de faire des photos qui ressemblent à des photos. Et au début, j'essayais de faire des photos qui ressemblaient à des films. Et ça m'a beaucoup appris au niveau narratif, au niveau composition de cadre, au niveau analyse de où placer ma caméra quand je me mets en contre-plongée, quand je me mets en machin. Parce que tu sais ce que ça raconte en fait dans un film. Voilà, je sais ce que ça raconte dans un film, et du coup je sais un peu ce que ça raconte dans un livre, mais c'est pas du tout le même médium en fait, parce qu'un livre photo par exemple, je sais pas du tout comment ça se fait. Même si j'ai sorti un zine il n'y a pas longtemps, je l'ai pas fait tout seul parce que j'ai du mal, alors que faire un film je peux le faire tout seul, même si c'est plus dur. Mais c'est raconter une histoire en photo, c'est pas du tout la même chose que raconter une histoire en vidéo. Alors et je pensais que c'était la même chose. Et au fur et à mesure de ma pratique, je me rends compte que non. Alors ça m'a aidé un temps, et ça m'aide toujours, forcément, parce que j'ai des acquis. Il y a des passerelles. Il y a des passerelles. Ouais. Il y en a. Forcément, il y a des passerelles narratives, et des passerelles de composition, etc. De direction aussi, par exemple pour les portraits, pour aborder les gens, il y a des passerelles, mais ça fait pas tout, quoi. Avoir un œil de photographe, c'est pas avoir un œil de cinéaste, quoi, parce qu'il y a le mouvement. En fait, photographie, pour être totalement pragmatique, photographier, c'est écrire avec la lumière, et cinématographie, c'est écrire avec le mouvement. Ouais. Donc c'est pas du tout la même chose en fait. Oui, parce que le mouvement, tu peux intégrer la lumière, mais voilà. c'est pas que ça. Alors que la photo, t'écris avec la lumière, t'écris pas avec le mouvement. Tu peux pas, c'est pas possible. Donc il a fallu que je réapprenne certains codes, et que je suis toujours en train d'apprendre. D'accord, c'est rigolo ce que tu dis, parce qu'en fait je fais un truc en ce moment
quand j'ai des événements, avant je faisais des rafales et je les intégrais en petits gifs animés, tu sais, dans la galerie. Bien sûr. Et maintenant, en fait, ça, je le fais avec une caméra directement. J'ai acheté une petite Osmo Pocket, tu sais, des caméras qui prennent pas de place, que tu as tout le temps sur toi. Et en fait, il y a certains trucs que je filme avec un mouvement de caméra, donc c'est un petit gimbal stabilisé. Et par exemple, si je suis amené à faire un portrait d'une personne, je vais faire le portrait normal avec mon appareil photo. Et au lieu d'utiliser une rafale pour faire un gif animé, je vais carrément faire un hero shot, tu sais, avec la caméra. Donc les gens qui savent pas ce que c'est qu'un hero shot, c'est juste un truc où tu présentes ton sujet en fait, c'est en tournant un peu autour de lui et tout. Okay. En fait, je vais refaire la même chose avec la caméra et mon gif animé, ça va être ça en fait. Ça a pu être une rafale que je pouvais faire avant. Alors effectivement, ce serait plus simple si c'était des rafales parce que c'est beaucoup plus facile. T'es sur le même appareil, t'as pas besoin de te faire chier, t'as pas besoin de sortir un truc spécifique. Mais je me rends compte en fait que ça marche bien comme ça et ça amène un peu de vie. Tu vois, j'ai été piqué un truc, mais encore une fois, c'est la preuve que c'est pas la même chose en fait. Non. Non, il y avait Godard qui disait une photo c'est la vérité et le cinéma c'est 24 vérités par seconde. Mais c'est beaucoup plus que ça, je pense. D'accord. C'est le mouvement, comme Tarkovsky l'a très bien démontré. Aujourd'hui, donc on tourne sur le côté film, j'ai l'impression qu'on peut plus se contenter de faire de la street sans compléter par une chaîne YouTube. Aujourd'hui, quiconque se lance un peu sérieusement dans la street photographie va à un moment sur YouTube, non? Alors, je sais pas. Je sais pas. Je pense que YouTube, c'est une plateforme incroyable qui permet d'apprendre plein de choses. La street, c'est quelque chose de... c'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est le nouveau skate. Ouais, tout le monde en fait. Voilà, tout le monde en fait. Tout le monde fait et tout le monde fait des POV. Et tout le monde a envie d'en vivre. Et tout le monde mais c'est impossible. Enfin, c'est possible si tu fais YouTube et que tu vends de la formation, quoi. Voilà, c'est ça. Ou de la formation, ouais, ou des workshops, etc. C'est même pas de faire YouTube, c'est de te poser en expert. C'est ça. YouTube te sert à ça. C'est ça, bien sûr. YouTube, ça te donne de la visibilité. Ouais. Ça te donne... et de la crédibilité. Et de la crédibilité sur ton travail. Mais après, ça fait pas tout. Tu vois, YouTube, il faut bien le faire. Ouais. Si tu fais mal YouTube, ta crédibilité, c'est presque pire, quoi. Ta crédibilité, c'est zéro, quoi. Ouais. Donc, j'ai longtemps hésité. Moi, pour être totalement honnête, Gennaro, il me tanne depuis je sais pas combien de temps à ce que je fasse du YouTube. J'ai vraiment hésité à me lancer dans YouTube. C'est vraiment quelque chose que j'ai freiné des cas de fer. Et quand tu l'as fait, c'est même pas pour toi directement que tu l'as fait. C'est pour un collectif. Ouais. Et du coup, ça me va mieux parce que j'ai moins de pression. Tu vois, c'est pas mon nom, c'est pas Alex Dino, YouTube, machin. C'est Street Photo France et c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que j'ai moins de contenu à créer, et puis le contenu se crée même sans toi. Voilà, en fait. C'est ça. Le contenu se crée sans moi et je fais partie d'un collectif et c'est très très bien comme ça. Et en plus, ce sont des artistes et des gens de talent qui m'entourent et c'est très cool. Mais je suis pas sûr que tout le monde fasse. Tu vois, Cédric Roux, par exemple, il fait pas de YouTube et je pense pas qu'il apparaît. C'est l'exception. Il apparaît beaucoup aussi. Il fait quand même parler de lui d'une autre manière. En fait, en gros, c'est YouTube, c'est les magazines où tu es repris régulièrement. Enfin, c'est pas toujours des noms différents qui apparaissent dans les magazines. C'est quand même souvent les mêmes qui reviennent quand tu regardes Réponse Photo, quand tu regardes Revue Épique, quand tu regardes les gens qui sont publiés. T'as quand même souvent les mêmes noms qui reviennent. Oui, bien sûr. C'est un milieu, c'est un petit milieu. Ouais. Donc, on commence un peu à tous se connaître. Mais YouTube, ça permet un peu de... Tu vois, tu dis Cédric, un truc tout bête, mais Cédric, il fait peut-être pas de YouTube, mais il fait toute la partie web de la Revue Épique quand il fait la sélection Instagram. Oui, je sais que c'est lui. Il a quand même des activités qui le rendent visible. De réseaux sociaux, bien sûr. Et puis il a créé aussi un collectif qui s'appelle Atlas aussi, voilà. pour faire des workshops. Mais bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, il y a quand même... il est sur les réseaux, il est visible. Je te dis YouTube, mais ça peut être... après, t'as Instagram, évidemment, mais être aujourd'hui très visible en street photographie sur Instagram, c'est très compliqué. C'est presque un boulot d'Instagrammeur, en réalité, plus que de photographe. Ouais, complètement. J'ai un pote qui m'a expliqué, il m'a dit, tu veux gagner du monde sur Instagram? Je fais, ouais. Faut faire ça. Je dis, mais c'est pas de la photo. Il me dit pas non. Non. Pour gagner ta vie sur Instagram, il faut être Instagrammeur et pas photographe. Mais c'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire que tu dis, je suis photographe, mais en fait, quand tu regardes le boulot qu'il faut faire, c'est tout sauf de la photo, quoi. Tu fais,
Comme YouTube en fait. Ouais. Hein. Pour gagner ta vie sur YouTube, il faut être youtubeur, il faut pas être photographe. Ou vidéaste. Il faut être Ou filmmaker. Ou filmmaker, ouais, exactement. You're right, man. Tu vois, justement, c'est la question suivante. Toi qui as les 2 casquettes, tu fais des photos, tu as été derrière la caméra. Maintenant, tu es devant. Ce serait quoi tes conseils pour faire davantage voir son travail sur ces plateformes-là? C'est marrant parce que j'en ai parlé hier avec un pote qui s'appelle Manu. Enfin, c'est plutôt lui qui m'en a parlé. Il m'a dit, toi, en parlant de moi, il m'a dit, c'est marrant parce qu'on voit que tu fais des trucs. Ok. Mais je pense que juste le simple fait de faire des trucs, je suis devenu visible parce que je faisais des trucs. Mais tu les montres aussi. Ouais, mais je les montre, mais j'ai pas. Ouais, je les montre, mais je les montre pas. Tu vois, j'ai pas fait de 4x3, j'ai pas fait de. Enfin, je suis juste présent et discipliné et je suis actif en fait. Je montre que je fais des choses, quoi. Enfin, être plus visible, j'ai pas vraiment de conseils à donner à part faire. Faire et publier, quoi. Moi, je fais beaucoup, mais je publie très peu. C'est ça. Et moi, je publie de moins en moins, mais j'ai YouTube maintenant, j'ai YouTube qui me donne de la visibilité. Mais c'est faire des trucs. C'est peu importe, faire et montrer, quoi. C'est Yes Man. Yes Man, exactement. Oui à tout. Ah ouais. Moi, je dis oui à tout. Peut-être un peu trop, parce que maintenant, je me retrouve dans des trucs fous. Pas possible. Pas possible, ouais. Je vais partir en Mongolie, mais enfin, bref. On a connu pire comme. Oui, on a connu pire, oui. Ouais. Non, mais je vais. Ouais, c'est être yes man et faire, Okay. toujours. Ok. On va parler séries. Tu as étonnamment beaucoup de séries qui rentrent dans la street, en fait. Tu fais des portraits de rue, tu fais les manifs, ça rentre dans la street. Tu as des séries sur la danse qui sont probablement pas directement de la street, mais qui ne font pas tâche dans un Instagram de street. Tu as les gens qui s'embrassent, on en a parlé. Tu as des séries qui sont plus architecture et contemplatives. Tu as les grimasques. Comment est-ce que tu réfléchis à ça? Est-ce que c'est une vraie réflexion au départ de dire je vais faire une série comme ça, ou est-ce que ça se construit au fur et à mesure et puis tu te rends compte après coup que ça peut aller ensemble? Non, c'est un peu réfléchi. La danse, ma série sur la danse, qui est visible sur mon site, j'ai toujours voulu faire ça. Depuis que j'ai commencé la photo, même avant, tu vois, parce que la photo, j'en ai fait beaucoup en étant dans une entreprise où je faisais de la vidéo, des vidéos institutionnelles, etc. Je faisais de la photo institutionnelle, donc j'avais un appareil photo, je faisais des photos. Et déjà à l'époque, je voulais faire de la photo de danse, parce que je trouvais ça cool. Et des photos de danseuses, surtout dans la rue. Et donc je m'y suis essayé et j'ai trouvé ça très 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 bien et j'ai adoré. Et maintenant j'en fais moins, mais voilà, je l'ai fait, je suis content de l'avoir fait. Photo contemplative, j'en fais quand il y a personne, quoi. Ouais. Quand t'as pas le choix. Quand j'ai pas le choix. Mais du coup ça fait une série. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je suis pas. Grimace, forcément, c'est une série. Les bisous aussi. Mais c'est des choses qui te gardent éveillé, en fait, les bisous. Enfin, je veux dire, c'est pas, tu t'es pas en chasse de ça, mais dès que t'en vois un, ça te. Ah bah oui, je suis pas en chasse, mais dès que j'en vois un, j'attends même, je les repère dans le loin, je dis, voilà, eux, ils vont peut-être s'embrasser. Et je vais essayer d'aller les choper. Et oui, ça, c'est. Si je peux. Je suis un collectionneur en fait. Ouais. Tu vois, je collectionne les bisous. Ouais, non, mais moi je collectionne plein d'autres trucs aussi. Je comprends tout à fait la logique. Je pense que les photographes sont des collectionneurs de trucs qui leur parlent. Quoi. Il y a un côté fétichiste, on garde nos photos, etc. Quoi. J'ai un pote, c'est la peur, il aime bien avoir des gens qui ont peur, etc. Ça doit être marrant à faire. Ouais, c'est ça. Et il y avait quoi aussi? T'avais dit la danse. Danse, bisous, manif, portrait. Manif, ouais. Alors les manifs, je les ai faites parce que c'était Audio Bobby. Ouais. Audio Bobby, il a fait des photos de manif dingues. Et c'est lui qui m'a inspiré en fait. Et je lui ai dit d'ailleurs.
En voyant ces photos de manifs, je me dis putain, mais en fait, il y a de la poésie dans les manifs. Eh ben, je vais y aller. Et puis, mais lui, il y a de l'amour des fois dans les manifs. Il y a de l'amour dans les manifs. Et moi aussi, j'ai eu un bisou en manif. Ah bah voilà. Lui, il l'a eu, mais à travers un abribus cassé. Cette photo est truc de fou. Cette photo est folle. Et je me suis dit, je vais essayer d'aller trouver de la poésie aussi dans les manifs. Parce que moi, c'est un peu mon mojo aussi, à part le farfelu, c'est la poésie. Et vraiment essayer de rendre les choses poétiques. Il y a un poème de je sais plus, Jean Lahore, je crois, qui s'appelle toujours, qui dit n'étant pas Dieu, sois poète. Et voilà. Moi, j'essaye d'être toujours un peu poète, pardon. Où que tu sois. Où que je sois. Et même en manif, je suis sûr qu'il y a de la poésie un peu partout. Et moi, j'essayais d'aller. Tu peux voir ce que tu veux en manif. Hein. C'est ça. On a eu cette discussion sur le Discord. Selon ton point de vue sur la manif, tu peux avoir du bon, du mauvais, du doux, du pas doux, du violent, du tendre. Mais c'est ça qui est génial dans la photo. Tu peux dire ce que tu veux. Et c'est ce qui est bien et ce qui est pas bien en même temps. Mais oui. Parce qu'en fait, tu vas et tu vas chercher ce que tu as envie de voir. Souvent, les gens oublient de dire que c'est ce que eux ont vu. Bien sûr. C'est pas ce que toi tu vois, c'est pas forcément. J'ai pas envie de dire la réalité, mais c'est pas forcément la totalité de ce qui est devant toi. Parce que la même manif, t'as un mec qui va aller faire la violence et t'as un mec qui va aller faire l'amour. Oui, bien sûr. Et mais la photo, ce n'est que le prisme d'un regard, de toute manière. Oui, mais on l'oublie trop. Oui. C'est un petit peu ça. Surtout en manif. C'est un petit peu ça la difficulté. Surtout en manif. En manif, vraiment, je suis à chaque fois choqué quand tu vois des photos de manif avec lesquelles t'es pas d'accord, de dire non, en fait, c'était pas que ça, quoi. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? On a fait la même manif ou t'es sûr qu'on avait la même chose ? C'est ça. C'est ça. Donc non, c'est. Mais du coup, t'as une vraie réflexion par rapport au fait de créer des séries quand même. Ouais. Ok. Ouais. J'avais pas vu les manifs sous l'angle tendre, mais effectivement, maintenant que tu me le dis, sous le côté poète, justement, c'est beaucoup plus clair. On finit toujours la partie interview en parlant d'une photo ou d'une série photo. Ça aurait pu être, t'en as parlé au tout début, la série Movies with Toys, pour une raison toute simple, c'est que ça me rappelle une série. C'est pas une série que j'ai faite, mais pendant le confinement, je faisais une formation qui s'appelle Too New. On avait des exercices, une formation en ligne, on avait des exercices à faire à la maison. Comme on était confinés, qu'on n'avait pas le droit de sortir, moi, je faisais des photos avec la Barbie et le Ken de ma fille. Ouais. Donc, les photos de couple que je devais m'entraîner, je les faisais comme ça. Et du coup, ça m'a pas mal parlé. Mais on est sur une thématique street photographie. Et du coup, je pense que ce sera plus intéressant de te faire parler sur Grimasque par rapport à tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette série, le pourquoi, le comment ? Alors, Grimasque, c'est 2021. C'est un moment assez particulier dans ma vie. Je me lance dans la photo, je prends le mentorat de Gennaro Bardi, qui me dit « T'as quelque chose à faire dans le portrait ». Ok. D'accord, j'ai quelque chose à faire dans le portrait. Super, merci du conseil. Bon, alors du coup, j'essaye, on est en plein confinement, 3e confinement, je crois, c'est la pandémie, c'est le Covid, c'est l'enfer. C'est la merde. C'est la merde. Et moi, je me dis, je vais aller faire des portraits dans la rue, des gens. Je vais sortir de ma zone de confort, parce que je suis dans une zone de confort. Je sais faire des movies with toys, etc. Je sais faire des photos de studio, etc. Donc je vais sortir de ma zone de confort et je vais aller dans la rue demander aux gens des portraits. Sauf que dans la rue, les gens, ils ont des masques. Et je voulais leur demander de faire des grimaces aux gens. Et au final, je me suis dit, ouais, mais ils ont des masques. Et en fait, grimace, masque, grimasque. Et je leur ai demandé de faire des grimaces avec des masques. Et j'en ai fait 2500 au final, en un an. C'est quelque chose qui a pris feu. C'est une histoire folle. J'ai fait tous les médias. Je suis passé à la télé. J'ai fait une exposition monumentale sur le Palais des Beaux-Arts de Valenciennes. J'ai fait des expos un peu partout. Et ça m'a sauté à la gueule, en fait. Ouais. Et en fait, le format, c'est un format portrait d'une personne qui fait une grimace, soit d'une personne, soit d'un couple, soit d'un groupe qui fait une grimace avec un masque, en noir et blanc, pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et j'ai fait des hôpitaux, j'ai fait des écoles, j'ai fait des communes, j'ai fait des hôpitaux psychiatriques, j'ai fait des entreprises,
Donc j'ai fait un sacré panel de Français et de Françaises. Et ça m'a forgé, en fait. Ça m'a forgé en tant que photographe, en tant qu'humain, parce que j'ai rencontré 2500 personnes qui m'ont fait rire. Ouais. Et j'ai beau les revoir, les grimaces, à chaque fois, il y a un côté feel good à ces photos qui est assez génial. Et il y a ce côté que je cherche toujours, c'est l'enfant intérieur. Ouais. Ouais, ce côté enfant intérieur me parle énormément, toujours. Je cherche toujours l'enfant intérieur. Il y a toujours un enfant en nous. Et je me pose toujours la question de comment faire revenir cet enfant intérieur. Ouais. Et depuis que j'ai ma fille, c'est encore pire. Mais les enfants ont ça de faire ressortir ce côté-là chez toi. C'est ça. Ah ben oui, oui, toi aussi j'imagine. Mais les enfants te font ressortir l'enfant que tu étais. Ouais. Et te font poser des questions. C'est une distinction importante parce que effectivement, ça te replonge dans ta propre enfance. C'est ça. Et si ton enfance est horrible, courage, parce que l'enfant, il va te faire revivre des trucs que tu as vécu enfant. Et c'est compliqué parfois. Mais voilà, moi, ma fille, Billy, me fait... c'est un moteur, tu vois. J'essaye de garder ça, de garder cette innocence. Et Grimasque, c'était ça. J'ai essayé de redonner l'innocence perdue à travers le Covid et machin, etc. Et je l'ai fait pour moi, tu vois. Ouais. Et au final, ça a plu aux gens. Et Gennaro, il m'a dit, mais c'est ouf, il faut en parler, il faut faire un communiqué. Je me dis, de quoi un communiqué ? Qu'est-ce que tu fais ? De quoi tu me parles ? Il fait, mais si, il faut en parler. Et donc, il m'a forcé à faire un communiqué de presse. Et puis, le site Positivé en a parlé. Après, Manu Payet en a parlé. Manu Payet a fait une grimace. Puis ça t'échappe à un moment, quoi. Ça m'a échappé, quoi. Ouais. Et voilà. Et donc, et c'est né dans la rue. Et du coup, je suis allé parler aux gens, à 2500 personnes dans la rue. Et ça m'a complètement libéré, en fait. C'est un projet libérateur, vraiment, formateur et instructif sur le fait qu'il faut croire en soi, parce que j'avais tout quitté pour faire ce que je voulais, faire des projets personnels, et au bout de 3 mois, je sortais Grimace, quoi. Donc il faut s'écouter surtout. Voilà. Pas mal. On arrive à la fin de l'épisode. Ouais. Si je te demande le pire moment de ta carrière. Le pire moment de ma carrière. Il faudrait déjà qu'il y ait une carrière. Il y a une carrière. Si tu es là, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à une carrière. Ouais, ok. Si je suis là, c'est qu'il y a... Ok. Le pire moment de ma carrière, c'est quand je me suis fait voler mon matos. Ah merde. Il y a 2 mois, dans le train. C'était quoi ? C'était mon Z6 et un 14-30 mm. Et bon, voilà, c'est pas un grand pire moment, mais c'est relou, quoi. Ça fait chier quand même. J'étais dans le train et le sac était fermé, et quand j'ai pris mon sac, je me suis dit tiens, c'est marrant, il est un peu léger, mais j'ai pas fait gaffe, quoi. Je suis reparti, j'étais chez moi et j'ai ouvert mon sac et il y avait plus mon matos. D'accord. Et ça, c'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Du coup, c'est l'occasion de racheter du liqueur. Mon banquier, il est pas d'accord. Il est pas d'accord ? Non. T'es reparti en quoi ? J'ai racheté un Z6 et un Z7 parce que il faut que j'ai deux appareils pour partir en Mongolie bientôt. Donc il me faut 2 APN au cas où. D'accord. Si je te demande le meilleur moment ? Le meilleur moment, il y en a beaucoup là. Le meilleur moment, en tant que photographe, c'est chaud. Tu me laisses 2 secondes ? Bien sûr. Parce qu'il y en a pas mal. Le premier qui me vient, c'est aller à New York. Ouais. Point. Le mentorat de Gennaro Bardi m'a amené Grimasque, qui m'a amené à rencontrer Gennaro. Et Gennaro, c'est devenu un ami maintenant. Et je suis allé à New York avec lui pour faire le documentaire sur la street photo. Et de toute ma vie, je pense qu'aller à New York, c'était un de mes plus grands rêves. T'avais jamais été avant ? J'avais jamais été à New York avant. Et c'était un de mes plus grands rêves, vraiment. J'en rêvais même, mais vraiment j'en rêvais. Je rêvais que j'allais à New York depuis tout petit. Et le rêve est devenu réalité grâce à la photo. Et ça, c'est fou. Et
Et la photo peut t'amener des trucs absolument incroyables. Vraiment. Et je suis de plus en plus convaincu que c'est là-dedans que ça va marcher. Et voilà. Le meilleur moment, c'est New York. D'accord. C'est un bon meilleur moment. C'est un bon meilleur moment, ouais. C'est pas mal, ouais. Moi, je suis impatient d'y retourner seul avec un appareil photo. Parce qu'à l'époque, les dernières fois que j'y étais, je faisais pas encore de street photographie. Ouais. Et c'est un petit regret, c'est que aujourd'hui, si j'y vais, c'est en famille. Et si j'y vais en famille, la street photo, c'est pas tout à fait la même chose. Mais j'aimerais bien un jour avoir un job par là-bas, pouvoir me payer une journée en off. Mais tu sais que je te comprends totalement, parce que quand je suis allé à New York, j'étais pas encore un street photographeur averti, quoi. Tu vois, c'est en revenant de New York que je me suis acheté mon 28. C'est en revenant de New York que j'ai commencé vraiment la street. Et du coup, je suis un peu né à New York, quoi. Ouais. Comme beaucoup. Ouais. Non, mais moi j'aimerais bien, si c'était si simple que ça, j'irais faire 24 heures à New York, tu vois. Franchement, ce serait le rêve. J'avais un job à Séville l'an dernier. Ouais. Et contre toute attente, parce que d'habitude, j'ai pas cette demi-journée-là. Ils ont tous une demi-journée off. Et moi, en général, j'ai un film à monter pendant ce truc-là. Et cet événement-là, pourquoi ils voulaient pas diffuser le film le dernier jour? Bon, c'est pas grave, tu feras le film à la maison. Donc, j'avais un après-midi libre. À Séville, un après-midi libre. Bah, tu vas là. Vas-y, c'est bon. Donc, je suis sorti tout l'après-midi. Ils m'ont croisé tous. Ils étaient 400 dans un hôtel. Ils me connaissent. Hein, ça fait 10 ans que je fais les événements avec eux. J'ai croisé absolument tout le monde dans les rues de Séville pendant que j'étais en train de faire des photos. Et à la fin de la journée, ils sont tous venus me voir. Ils m'ont fait, mais en fait, ton après-midi off, t'as été faire des photos dans la rue? J'ai fait oui. Bah oui. Mais jamais tu t'arrêtes? Non. C'était assez rigolo comme truc. Et ça, c'est les meilleurs trucs possibles. Oui, moi, quand tu me lâches une demi-journée, mais je te jure, j'ai fait que ça de tout l'après-midi. Et limite, à un moment, j'avais mis une alarme quand même parce que je savais comment je suis capable d'être pour me dire 2 heures avant de reprendre le boulot, retourne à l'hôtel, pose-toi 5 minutes, prends une douche et c'est reparti, quoi, tu vois. Mais c'est ça qui est génial, quoi. C'est ça qui est fabuleux. C'est que tu as un boulot, t'es photographe, ton boulot c'est photographe ou vidéaste. Et ton temps libre, t'es photographe ou vidéaste. Ouais. Donc les gens disent, je suis pas vidéaste sur mon temps libre, mais moi, si je fais du YouTube un jour, peut-être. Mais les gens ils disent, mais tu te détends en faisant ton boulot? Bah oui. C'est un peu ça. Et là où ils rigolaient encore plus, c'est quand on a pris l'avion, j'étais avec d'autres dans l'aviin, et le livre que je lisais, c'était un livre sur la photo. Les mecs ils m'ont dit mais jamais tu t'arrêtes, quoi. Alors, évidemment. En fait effectivement non, c'est sûr que toi tu vois, tu parlais du bouquin de Alex Webb et Rebecca Webb. Moi j'ai lu et j'aime beaucoup ce livre. Il y a Joel Meyerowitz qui a sorti un livre Masters of Photography là. Et en parallèle, j'ai eu aussi le Daido Moriyama, qui n'est pas dans la même série, mais qui est un super bouquin. Et donc, je les lis régulièrement parce que c'est bien de lire une fois, c'est mieux de lire 10 fois. Tu te rends compte, en fait, que même à la 4e ou la 5e fois, tu n'as retenu que 5% des idées du bouquin, en réalité. Et donc, ces bouquins-là, je les lis en boucle, quoi. Et c'est vrai que souvent, quand les gens me voient lire des livres comme ça, ils me disent « Attends, tu viens de passer 3 jours à faire des photos. On t'a vu te détendre en allant faire des photos et tu te poses dans l'avion et tu lis un livre sur la photo. » Et je dis oui, mais en fait, parce que dans l'avion, je peux pas faire de photos non plus, tu vois. Mais en vrai, et dans l'aéroport, je fais des photos. Ah ouais, moi, ça m'est déjà arrivé. Pour aller à Barcelone, je crois. Pour aller à Barcelone, il y a mon avion avait 2 heures de retard. Et j'ai fait des photos pendant 2 heures dans le hall. J'ai fait 4 km. Mais moi, je trouve que si tu vois, Harry Gruyère, Last Call, ce livre-là, il est extraordinaire. C'est 20 ans de ça. C'est 20 ans d'attendre dans des aéroports déserts en un livre, et c'est extraordinaire. Même dans le métro. Dans le métro, j'ai tout le temps des problèmes parce que tu n'as pas le droit de faire des photos dans le métro. C'est compliqué, le métro. Techniquement. Je prends toujours les mêmes stations et à un moment, ils commencent à me connaître. J'ai tout le temps des problèmes dans le métro parce que même dans le métro, je fais des photos alors que je sais parfaitement que je n'ai pas le droit de les faire, qu'ils n'arrêtent pas de me le répéter, que truc, que machin. Par contre, je sais aussi comment leur échapper parce qu'il y a des règles. Ils ont des règles à respecter quand tu les connais. Ah bon? Ouais. C'est notamment quand tu es dans la rame. Les mecs du quai n'ont pas le droit d'intervenir dans la rame. Donc tu rentres dans la rame. Il faut juste faire tes photos au moment où le train arrive ou tout petit peu avant. Et tu rentres dans la rame. Et tant qu'ils arrivent, tu rentres dans la rame et après ils te font je te dis, des fois, je les vois arriver. Il y en a, ils commencent à me connaître. Je les vois arriver sur le quai qui attendent de me prendre en flag et tout. Et en fait, je bouge
subtilement au moment où j'ai envie de faire ma photo, au moment où le train arrive. Je prends ma photo, je me casse directement dans le train. En fait, ils n'ont pas le temps de me choper. Et ils viennent me voir, ils me font monsieur, vous n'avez pas le droit de faire de photos. Je suis dans la rame. Je m'arrêter, je suis dans la rame. Et venez monsieur, on va discuter. Non, je ne viens pas, vous venez. Et en fait, ils n'ont pas le droit. Comme dans French Connection, quoi. C'est la course-poursuite dans le métro. C'est comme un chat. Quand tu joues à chat, t'es dans le. Comment ça s'appelle? Pas le perchoir magique, le. Maison magique, chat perché. Maison magique ou chat perché ou je sais pas quoi, mais les enfants ils jouaient à ça, mais c'est exactement ça. T'as un endroit où ils n'ont pas le droit de t'embêter. Mais c'est ça qui est bien. Ok. Intéressant. C'est un bon. On en parlera en antenne. Toute dernière question. Qu'est-ce que tu me recommanderais? Je pense que je sais que tu vas me recommander. Tu as dit son nom 4 ou 5 fois dans l'épisode, mais qu'est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Jenna Robardi, évidemment. Mon mentor. Mon ami. Je le note, ça fait longtemps que je suis également. On va discuter d'une mise en relation hors antenne. Il me reste à te remercier d'être venu jusqu'ici. Je pensais t'enregistrer à distance. En fait, tu m'as dit non, je vais venir à Paris. Et c'est bien tombé. Je pense que je vais prendre un appart à Paris parce que je suis de plus en plus. Je pense qu'à un moment, il va falloir venir vivre ici. Il n'y a pas tellement le choix. J'y suis de plus en plus. Et merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se faire une petite sortie photo, un de ces quatre quand même. C'est quand même... Avec grand plaisir. C'est quand même beaucoup plus cool. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode Dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.